Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, le marché des cosmétiques prend le tournant des produits plus naturels et éco-responsables et ça marche. Les investisseurs semblent de plus en plus séduits par les entreprises qui engagent leur transition sociale et environnementale, à l'instar de la marque française WAM Cosmetics qui vient de lever 5 millions d'euros pour ses produits de beauté naturelle. Elle ajoute Arkea Capital d'ailleurs à son palmarès. On en parle avec la fondatrice de WAM Cosmetics dans quelques instants. Également dans cette émission, aller vers plus de sobriété. Ok, mais comment on fait? Regard croisé d'un militant et d'un entrepreneur engagé sur les applications de la sobriété dans la société et dans le monde de l'entreprise. L'action politique suffit-elle à insuffler un changement sur nos modes de fonctionnement à tous? Réponse tout à l'heure. Et enfin, la bonne idée du jour nous vient d'une start-up toulousaine, Feel Object, spécialisée dans l'impression 3D. Elle a mis au point un plan tactile et vocal qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de comprendre leur environnement et de s'y déplacer en autonomie. La mobilité accessible à tous, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, je vous le disais, place à l'invité du jour. Notre première invitée est Djenaba Ndoye, fondatrice de WAM Cosmetics. Elle nous accompagne. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact Djenaba. WAM Cosmetics, je le disais, créée en 2016, adepte du fait maison et des produits 100% naturels. Elle met un coup d'accélérateur à son développement puisqu'elle vient de lever 5 millions d'euros. Ça, je l'ai dit aussi, auprès de nouveaux investisseurs. Preuve que les entreprises engagées les attirent de plus en plus. Expliquez-nous, Djenaba Ndoye, auprès de quelle structure venez-vous de réaliser cette levée de fonds exactement? Donc cette levée de fonds a été réalisée auprès du fonds We Positive Invest 2, qui est donc lancé par Arkea Capital. Et c'est un fonds à impact donc, qui investit dans des entreprises engagées avec justement une promesse autour de tout ce qui touche aujourd'hui nos préoccupations au niveau écologique, au niveau économie circulaire, etc. Je le disais, 5 millions d'euros, c'est une belle somme tout de même. Est-ce que vous aviez un objectif, vous, particulier? Oui, nous avons plusieurs objectifs. L'objectif, c'est évidemment de développer la marque, mais de continuer aussi à asseoir les valeurs que nous avons démarrées depuis la création. La création de la marque. Donc, WAM a toujours eu une identité engagée forte et assez cohérente, ce qui a plu aussi à ces investisseurs-là et ce qui nous a permis aujourd'hui de les avoir à bord, afin de nous permettre d'aller encore plus loin dans notre impact et dans l'amélioration de nos démarches RSE. On va en parler justement de vos engagements. Une question depuis 2016, est-ce que vous avez constaté, vous justement, une augmentation des fonds spécialisés dans l'impact? Est-ce que par conséquent, c'est plus facile pour vous de bénéficier d'investissements? Alors nous, c'était un choix parce qu'on voulait vraiment aller vers les fonds impact. Donc c'est eux qu'on a sollicité. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de propositions des fonds impact et je suis extrêmement ravie qu'enfin, dans le domaine de la cosmétique, on puisse aussi aujourd'hui séduire ce type de fonds parce que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de travail. Qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, que les investisseurs soient de plus en plus séduits par ces fonds responsables et donc pour investir dans des entreprises comme la vôtre? Parce qu'on est quand même face à des enjeux majeurs et dans les domaines où il y a encore énormément de travail, comme je disais, sur le domaine de la cosmétique, on a énormément d'enjeux et de défis à relever. Le packaging en est un, le sourcing en est un, les ingrédients eux-mêmes, puisqu'il y a encore beaucoup d'ingrédients qui sont controversés et qui polluent la planète en même temps. Donc l'idée, c'était pour nous, en tout cas, d'avoir un fonds qui comprenne déjà notre démarche, parce qu'elle a été initiée très tôt dans la vie de l'entreprise, mais surtout qui va nous accompagner à effectivement mesurer
cet impact et puis aller encore plus loin dans nos différentes initiatives. Dans quel produit vous êtes spécialisé chez WAM Cosmetics exactement? Expliquez-nous. Alors WAM est une marque de cosmétiques qui est spécialisée dans la proposition d'alternatives bio, personnalisables et éco-responsables. Donc sur quel type de produit? Donc d'abord, on est beaucoup sur des ingrédients, du mono-ingrédient, et on vient de lancer effectivement de la cosmétique en poudre, donc qui va permettre d'être encore plus éco-responsable, puisqu'on parle d'avoir une routine hygiène beauté 100% sans eau. Vous savez que l'eau, c'est 90% de la composition d'un produit cosmétique, notamment des shampoings, et qu'il y a aujourd'hui près de 5% des personnes sur la planète qui n'ont pas accès à cette ressource. Et donc, il était important pour nous aussi de proposer une alternative. Aujourd'hui, il y a les solides qui sont arrivés sur le marché, et avec la poudre, on va encore plus loin, puisqu'on n'utilise pas d'eau, mais on n'utilise pas non plus de conservateurs pour ces produits. Vous n'utilisez pas d'eau, mais le consommateur, in fine, va devoir en utiliser pour l'utiliser, ce produit en poudre. Oui. Donc, on laisse au consommateur, finalement, la liberté, lui, de le rajouter, cette eau-là. Moi, c'est une question que je me pose, voilà, vraiment tout bêtement. Est-ce qu'on ne met pas plus d'eau, finalement, en laissant au consommateur la possibilité d'en mettre lui-même? En fait, nous, on a répondu à cette question, puisque l'idée, c'est d'utiliser l'eau que vous utilisez déjà dans la salle de bain, l'eau qui est déjà présente dans la salle de bain. Donc, on ne rajoute pas d'eau, on utilise ce que vous utilisez habituellement. Ce sont des actifs c'est des produits qui sont composés de 100% d'actifs, et cette poudre mousse au contact de l'eau de la salle de bain. Donc, ça veut dire qu'en fait, qu'en versant votre flacon, au lieu d'avoir du liquide qui sort, au lieu de vous vendre, en tout cas, des flacons remplis d'eau, on vous propose les actifs, vous les utilisez uniquement avec l'eau que vous utilisez d'habitude dans votre salle de bain. Ça mousse au contact de l'eau. En tant qu'entreprise du secteur de la cosmétique, l'ambition première, c'est laquelle? C'est de moins polluer ou de donner aux consommateurs des produits moins toxiques pour leur peau? Voilà. À quoi on pense? Est-ce qu'on pense au consommateur et à ce qu'il va se mettre sur sa peau? Ou est-ce qu'on pense aussi à notre impact carbone? Ou est-ce qu'on pense aux deux? Lequel vient d'abord? Alors, effectivement, il faut penser aux deux, parce que les produits doivent être sains pour la planète, mais aussi pour l'homme. Donc, ça passe effectivement par le choix des matières premières, éviter effectivement les perturbateurs endocriniens, avoir des compositions saines, minimalistes aussi. C'est ce qu'on a fait depuis le départ avec notre gamme de base neutre et de mono-ingrédients. On propose des produits qui sont aussi multi-usages, ce qui réduit en fait le fait d'avoir un produit dédié pour chaque utilisation, et donc de permettre en fait au final d'être plus économique. Multi-usage, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour différentes parties du corps? Pour différentes parties du corps, c'est ça. En fait, WAM est le spécialiste, le grand spécialiste, on va dire, de la cosmétique DIY. Je ne sais pas si vous connaissez Do it yourself. Do it yourself. On le fait soi-même. On personnalise ses produits au gré de ses envies, en utilisant des ingrédients bio, naturels, éco-sourcés. C'est une de nos offres. Et puis l'autre offre, effectivement, qui vient d'arriver, c'est la cosmétique en poudre avec cette gamme Magic Powders. Comment vous vous placez sur un marché qui, j'imagine, devient de plus en plus concurrentiel? Le marché de la cosmétique l'a toujours été. Le marché de la cosmétique plus naturelle et plus éco-responsable aussi, ça commence à prendre. Oui. On le voit avec des grands groupes, notamment, qui eux aussi font leur transition, sont en transition environnementale. Comment on se place justement dans ce marché-là aujourd'hui? Est-ce que c'est plus difficile pour vous? Comment on se démarque aussi? Alors, ce qui est bien, c'est que les consommateurs, eux, sont très sensibles à avoir aussi aujourd'hui une consommation cosmétique plus responsable. Et n'hésitent pas aujourd'hui à, par exemple, investir à acheter leurs produits dans des plus petites marques, si ces marques-là ont des valeurs qui sont en phase avec les leurs. Et ça a encouragé énormément les petites marques comme les nôtres à dès le départ, continuer dans leur engagement. Et je pense que nous avons un impact fort aujourd'hui sur l'ensemble du marché, puisque les grands acteurs aussi s'y mettent. Alors, se démarquer, oui, c'est toujours compliqué, mais on va dire qu'aujourd'hui, on a quand même eu la chance assez vite de trouver notre communauté, une communauté qui était sensible aussi à ce que nous proposons et surtout aux valeurs qu'on partage. Alors après, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, l'ensemble du marché et les grands acteurs en particulier, aujourd'hui, se lancent tous dans l'amélioration des formules, l'élimination de tous les ingrédients controversés, mais surtout, avec le volume qu'ils ont d'achat, on va pouvoir aussi avoir
plus de possibilités et d'offres autour des packaging, parce que ça, c'est quand même aussi le grand challenge aujourd'hui de la cosmétique. Il nous reste quelques secondes, justement. On va en parler du packaging, puisqu'on a parlé de toute la chaîne, finalement, des produits naturels jusqu'à leur élaboration, et ensuite le packaging qui, en effet, pollue beaucoup. Comment vous vous engagez sur cette question chez WAM Cosmetics? Alors, nous avons dès le départ fait un choix de packaging recyclable. Et en plus, ce qu'on a fait pour une petite marque assez vite, c'est d'aller vers du plastique recyclé, 100% recyclé. Quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'annonces sont autour de plastique qui serait éventuellement à 25% recyclé. Donc, il y a tout un débat autour du plastique vert, etc. Les deux sont polluants. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on utilise ce qui est déjà sur Terre, on ne va pas aller rajouter. Donc, tout ce qu'on travaille avec effectivement des packaging uniquement recyclables, voire issus du recyclage. On travaille aussi avec des packaging éco-conçus qui permettent de faire de l'éco-recharge, etc. Donc, c'est des engagements assez forts des points qu'on a entrepris. Et tout ça aujourd'hui fait partie des choses qui séduisent aussi les fonds à impact, parce qu'ils voient qu'il y a vraiment des initiatives réelles pour des petites marques. Et donc, ça permettrait d'améliorer l'impact global au final dans notre secteur. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Djenaba Ndoye, d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui, d'être venue sur le plateau Smart Impact, nous avoir présenté WAM Cosmetics. Je rappelle, vous êtes sa fondatrice. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'est l'heure de notre débat RSE. Smart Impact, le débat RSE, la sobriété, ok, mais comment on fait? Changer de comportement, de mode de vie, d'organisation, plus facile à dire qu'à faire. Nos deux invités vont tenter de nous donner les clés pour engager une démarche plus durable et aller donc vers plus de sobriété. On reçoit un militant d'abord, Rémi Vanel, porte-parole du collectif pour un réveil écologique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, un entrepreneur engagé qu'on connaît bien ici dans Smart Impact. Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux. Bonjour Thomas. Bonjour Eva. Merci à tous les deux de nous accompagner. Ma première question sera assez simple. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la sobriété, peut-être d'un point de vue sociétal et ensuite du côté des entreprises, d'un point de vue sociétal, votre définition de la sobriété? Alors l'enjeu de la sobriété pour nous, c'est simplement de consommer moins d'énergie, de matière et de faire en sorte que notre économie soit moins dépendante de telle ou telle source de ressources minières, etc. et ou d'énergie en particulier. On en parle cet hiver parce qu'il y a un grand enjeu et du coup on met des mesures d'urgence pour faire en sorte de moins consommer. Mais l'enjeu, c'est vraiment c'est moins consommer en valeur absolue de ressources et de matières. Je rebondis sur ce que vous dites, Thomas Parouti. C'est vrai que cette notion fait d'autant plus écho que nous connaissons aujourd'hui des difficultés d'approvisionnement, notamment sur les questions d'électricité. C'est vrai que le mot sobriété paraît d'autant plus d'actualité en ce moment. Et il est complètement d'actualité. Alors après, ce qui est intéressant, quand on regarde un peu en arrière, c'est que la sobriété, c'est un terme qu'on utilise depuis toujours. Sobrietas, c'est la tempérance dans l'utilisation du vin. Donc, voilà, c'est vraiment le rapport à l'alcool au départ, donc le contraire de l'ébriété. Et Aristote, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, je crois, avait déjà critiqué la surconsommation, parce que et qui commençait à parler de sobriété. Après, on a vu que c'est un concept, entre guillemets, et une thématique qui est restée dans l'histoire. Au moment de la révolution industrielle, où il y avait de plus en plus de mécanique, de consommation, de production, là aussi, la sobriété est arrivée. Et après, il y a le rapport Meadows, les limites à la croissance. Enfin, c'est un terme qui est monté en puissance. Et aujourd'hui, la définition, entre guillemets, du dictionnaire, c'est une consommation avec retenue, sans superflu. Donc, c'est bien le contraire de la croissance. Et quand Elisabeth Borne parle au MEDEF de sobriété et en même temps, elle demande aux entreprises de faire de la croissance, on voit bien que en même temps, là, il ne fonctionne pas. C'est presque du côté des entreprises que la question se pose. Tous les deux, vous avez parlé de consommer, donc consommer moins. En tout cas, sobriété, consommer moins. Du point de vue du consommateur, on l'entend, on le comprend, ça paraît plus simple. Du côté de l'entreprise,
c'est difficile à faire. C'est-à-dire que déjà, on produit. Il faut réinventer son modèle économique. Alors, c'est la thématique générale du développement durable, mais c'est comment, tout à l'heure, Rémi parlait de consommation moins d'énergie, de consommer moins d'énergie, de consommer moins de ressources. Mais typiquement, quand on va éco-concevoir un produit, on va utiliser moins de matière ou peut-être plus de matière recyclée. Quand on va changer de modèle et proposer de la location au lieu de la vente, par exemple, quand Decathlon où Boulanger propose de louer des paddles. Cet été, ils ont mis en place sur les plages un système de location de paddles. Et Boulanger, on peut louer une machine, style l'appareil à raclette, des trucs comme ça. Et donc, du coup, ça veut dire quoi pour l'entreprise? Ça veut dire qu'ils sont obligés de produire un produit qui va durer plus longtemps, qui doit être réparable, qui doit être recyclable, parce que c'est eux qui en ont la propriété. Donc, on n'est plus dans l'obsolescence programmée, là. On est obligé de changer. Donc, ça veut dire pour les entreprises de changer de modèle économique. Après, pour les consommateurs, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un truc qui s'appelle Bisou, que certains consommateurs utilisent. C'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est immédiat? Ou je réfléchis 24 heures, 48 heures avant d'acheter? Est-ce que c'est utile? Est-ce que l'origine, d'où ça vient? Et donc, on remet en question son achat et son impulsion avec la méthode Bisou. C'est intéressant, cette notion de remise en question. Rémi Vanel, vous, comment ça s'est fait à un moment, cette prise de conscience? Parce que c'est vrai, quand on pense sobriété, on pense aussi peut-être un peu moins de confort à un certain moment. Re-questionner sa zone de confort. Qu'est-ce qui vous a fait le déclic? Alors déjà, je voulais juste revenir sur un point que vous avez pointé, sur le fait de la sobriété traite de l'électricité. En fait, la sobriété, c'est plus large quand on parle d'énergie. L'électricité, c'est 20 à 25% du problème quand on parle d'énergie. Tout l'enjeu derrière, c'est surtout la consommation des industriels et des ménages en termes de chauffage. Donc déjà, c'est un point quand on parle d'énergie, c'est sur ça qu'on se base, et pas forcément sur l'électricité. Alors, il y a un enjeu à court terme. Et après, sur le fait de questionner la question de confort, l'enjeu, en fait, c'est de trouver des nouveaux récits, des nouveaux paradigmes dans lesquels justement, comme l'a dit le président de la République, sur l'enjeu d'abondance, on se rend compte qu'il y a des limites en fait à consommer des énergies, de ressources qui est directement liée. Et donc, il va falloir avoir de nouveaux modèles, des nouveaux objectifs. Et on le voit à travers les influenceurs. Là, il y a eu un débat avec le sujet Mbappé, le PSG. Et il y a tout ça à questionner. Quel est notre objectif pour... en termes de consommation, d'énergie, etc., il faut trouver des nouvelles voies pour questionner ça et arriver à des modèles économiques qui sont sobres en matière d'énergie. Mais ma question, elle était presque au niveau micro, c'est-à-dire au niveau du citoyen, remettre sa vie, ses modes de consommation en question. C'est ça aussi la question aujourd'hui. Oui, mais c'est pas ça change pas forcément le confort. C'est juste un autre type de confort. Par exemple, on va baisser un peu la température, on va mettre un pull en plus. Ça va pas changer la vie en soi. Et il faut pas voir la sobriété comme quelque chose de négatif. Alors à court terme, ça va être imposé, etc. Mais à moyen terme et à long terme, il va falloir que ça se planifie. Il faut que ce soit accompagné de politiques publiques aussi pour engager les gens, engager la société dans des nouveaux récits, dans des nouvelles formes de consommer qui vont changer et qui vont être plus sobres, du coup, moins consommatrices. Ouais, le terme Thomas de sobriété, en Belgique et au Québec, il parle de simplicité volontaire. Donc c'est intéressant parce que c'est pas subi, c'est vraiment un choix. Et en anglais, c'est sufficiency. Donc en fait, le mot de la sobriété, en fait, on est sur une restriction, il n'est pas très positif. Et du coup, je pense que, comme le disait Rémi, il y a un gros boulot à faire sur les imaginaires. Quand on voit Mbappé ou des influenceurs américains, moi que je ne connais pas bien, mais sur l'utilisation du jet privé pour se déplacer en 15 minutes à un autre endroit, si c'est eux les référents culturels, on est mal. La bonne nouvelle, c'est que quand on regarde les études sur les consommateurs, il y a notamment une étude qui est faite par Greenflex chaque année. Pour la première fois l'an dernier, on a vu que 12% des Français étaient fiers de moins consommer. Alors, on peut les appeler décroissants, etc. Sauf que derrière, ça veut dire plus de circularité, plus d'occasions, par exemple. Si Vinted ou Le Bon Coin explose,
dire que c'est une bonne nouvelle. Alors après, avec la fast fashion, si on est obligé d'acheter des trucs sur Vinted tous les 4 matins, il y a un vrai gros problème. Mais, donc fier, il y a un côté valorisant, ça veut dire à consommer moins aussi, ou à consommer mieux. Le problème, c'est que certainement que les 12%, ils ne sont pas super fans de Kardashian ou je ne sais plus qui aux États-Unis. Et ils ont certainement d'autres modèles. Peut-être que c'est plutôt Pierre Rabhi avec la frugalité, etc. Mais s'il commence à y avoir des consommateurs fiers, et 12%, c'est pas négligeable, et ces gens-là peuvent permettre d'embarquer d'autres Français. On a bien vu avec l'été quand même catastrophique qu'on vient de vivre, catastrophique sur le feu, les méga-feux, la déshydratation des sols, etc. Voilà, il y a une bascule qui est de plus en plus visible, forte, nécessaire. J'ai l'impression que les citoyens et les consommateurs sont en train de s'apercevoir qu'on est allé un peu trop loin et qu'on n'est pas obligé d'avoir cette consommation superflue. Alors après, la question, c'est quel est le juste niveau, quel est le bon niveau de consommation. Et c'est clair qu'en l'occurrence, le 19 degrés dans les entreprises, il est évoqué depuis super longtemps. On en reparle là depuis un mois ou deux, mais c'est la recommandation officielle depuis très longtemps. Et donc maintenant, il va falloir serrer la vis un peu partout. Et les entreprises sont en train de nommer, un peu à la demande d'Elisabeth Borne, un monsieur ou madame sobriété dans l'entreprise. Au sein du Collège des directeurs développement durable, ils parlent pas mal de ça en ce moment. Voilà, pour voir comment... Alors, sur l'énergie, comme en fait l'énergie coûte, c'est plutôt positif pour l'entreprise parce qu'elle va moins gaspiller, mais il va falloir que ça soit aussi dans son modèle économique, quoi. Plus de circularité, plus de réparabilité, plus de location, enfin, il faut changer le modèle économique. Et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer aussi là-dessus, c'est ce que vous disiez. Évidemment. Pour impulser ce modèle-là, ce nouveau modèle. Évidemment, et puis pour planifier, pour faire en sorte que ça s'ancre à moyen long terme, parce qu'on a connu par exemple avec des chocs pétroliers dans les années 80, 70-80, où on avait des communications de l'État qui étaient moins consommées, etc. Mais le problème, c'est qu'après, c'est reparti à la consommation de masse. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que ça s'ancre. Et au-delà de ça, c'est de faire en sorte aussi que les consommateurs qui ont plus de moyens et qui ont plus de leviers, du coup, à moins consommer. Quand on parlait de confort, mais donc il y a certains qui ont forcément plus de moyens que d'autres. Par exemple, ceux qui vivent dans les passoires thermiques vont pas aller baisser leur chauffage parce que déjà ils n'arrivent pas à chauffer. Donc forcément les gens qui ont des grands logements, qui chauffent partout, etc., à des niveaux de température au-delà de 19 degrés ou des choses comme ça, et ben, il va falloir que ces gens-là fassent plus d'efforts que d'autres qui ont moins de moyens. Ouais, par définition. De la répartition. Par définition, c'est ceux qui gagnent le plus et qui ont les plus grands appartements qui doivent se restreindre en premier. La bonne nouvelle, enfin, c'est qu'il faut que ça devienne cool. Et par exemple, il y avait une campagne de back market là, il n'y a pas très longtemps. Et le reconditionner aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de très positif. C'est très valorisé par back market. C'est donc un autre marché. Et parler de reconditionner plutôt que d'occasion à valoriser ce marché-là. Et donc il faut qu'on reconditionne tout. Voilà, dans l'automobile, ça existe depuis longtemps. Voilà, il faut que tous les marchés maintenant prolongent la durée de vie des produits pour consommer moins de matière et pour que ça donne envie. Par exemple, dans le mobilier, il y a une entreprise qui était venue l'an dernier qui s'appelle Fairspace et qui propose que du mobilier reconditionné dans les entreprises. Ça, c'est une façon de se restreindre et de réduire son utilisation de matière. Bon, on va terminer sur cet exemple. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre dans Smart Impact, nous avoir expliqué un peu mieux ce que c'était que cette notion de sobriété aujourd'hui dans la société. Thomas Parouti, je le rappelle, vous êtes le fondateur de l'agence Mieux. Rémi Vanel, porte-parole du collectif pour un réveil écologique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Tout de suite, on termine cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Céline Favy, U1, directrice générale et cofondatrice de Fil Object. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Impact. Fil Object, start-up spécialisée dans l'impression 3D. Elle a mis au point Virtuose, un plan tactile et sonore qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie dans des lieux qui leur sont inconnus. Céline Favy, U1, votre corps de métier, c'est l'impression 3D. Sur quel type d'objet travaillez-vous avant de lancer ce produit-là ? Alors c'est effectivement l'impression 3D professionnelle et au départ on faisait de la sous-traitance pour le secteur industriel. On travaillait dans le secteur automobile et le secteur aéronautique, notamment sur des projets de recherche très sympas.
Mais avec Sylvain, mon associé, nous avons des valeurs sociétales très fortes. Et en fait, on a voulu fabriquer des objets qui donnaient du sens. Alors bien sûr, à nous en tant que fondateurs, mais également qui apportaient vraiment des solutions à des problématiques qui aujourd'hui n'en avaient pas. Donc de votre savoir-faire en impression 3D, Exactement. Vous avez décidé de vous en servir en tout cas pour répondre à des problématiques. Pourquoi liées au handicap particulièrement? Pourquoi les non-voyants, malvoyants? Il y a une raison particulière à ça? Non, une sensibilité générale. On n'a pas de personnes en situation de handicap visuel autour de nous, mais on est vraiment parti du constat que les personnes ne peuvent pas se déplacer seules dans un environnement qu'elles ne connaissent pas, comme vous avez dit, voire qu'elles connaissent très peu. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de faire Virtuose. Alors montrez-nous à quoi ressemble ce plan tactile puisque vous nous l'avez ramené. Donc là on voit à quoi il ressemble. Expliquez-nous comment ça marche. L'idée, en fait, c'est effectivement de permettre à une personne malvoyante ou non-voyante d'avoir sa compréhension générale de l'environnement. Le principe, c'est que grâce au toucher, la personne, elle vient découvrir l'environnement avec les doigts pour qu'elle se crée une image mentale de tout cet espace-là. Et après, quand elle appuie sur les symboles, ça lui donne des informations sonores qui sont là pour enrichir sa compréhension du lieu. Donc toucher et son. Exactement. On utilise ces deux sens-là principalement. Exactement. Nous, dans les informations sonores qu'on vient délivrer, on va aller le plus loin possible dans les détails. Par exemple, les escaliers, on va dire s'ils montent ou s'ils descendent, s'ils tournent à droite ou à gauche, le nombre de paliers intermédiaires. Et où on va le plus détailler, ça va être aussi dans les toilettes, par exemple, où on dit les toilettes sont sur la gauche, les lavabos. On explique aussi où est situé le distributeur de savon, jusqu'au sens d'ouverture des portes. Parce que c'est très important pour les personnes, surtout si elles s'ouvrent vers l'extérieur, pour pas qu'elles se prennent les portes dans la tête. Oui, c'est des informations dont elles ont en effet besoin. Oui. Est-ce qu'on peut le faire sur tous les lieux? Tous les lieux sont envisageables? Ah oui, bien sûr, tous les lieux sont envisageables. Nous, nos clients aujourd'hui, ça va être toutes les entreprises et les établissements qui reçoivent du public, qui, eux, après, le mettent à disposition de leurs utilisateurs. Donnez-nous des exemples, des lieux touristiques plutôt, ça peut être des gares, des musées. Oui, des gares, des musées, des entreprises. Aujourd'hui, on travaille par exemple, nous on est présent en France et en Suisse. Les derniers clients qu'on vient d'équiper, c'est Procter & Gamble à Genève, le siège social. On a équipé la Comédie de Genève. On a fait également d'autres entreprises en France. Là, bientôt, on fait le musée des Beaux-Arts de Rouen. Bientôt, c'est la semaine prochaine. Et d'ici à la fin du mois, on équipe un parc d'attractions. Donc, on a effectivement un scope qui est très très large. En fait, nous, on a un fil rouge depuis le départ, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap visuel. Pour que ces personnes puissent accéder à l'emploi, il faut qu'en amont, elles puissent, par exemple, accéder aux études supérieures, ce qui n'est pas évident parce que les écoles ne sont pas forcément équipées pour accueillir les personnes en situation de handicap, et particulièrement le handicap visuel pour notre sujet. Mais c'est aussi leur permettre de pouvoir aller dans les musées, de pouvoir aller au théâtre, par exemple avec la Comédie de Genève, comme on vient de faire, mais également tout ce qui est activité sportive et culturelle à côté. Et on a aussi un volet sur la partie sport, et notamment en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on a un produit aujourd'hui qui est sur le village des athlètes. Notre client, c'est la Société de livraison des ouvrages olympiques. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un plus pour les personnes malvoyantes et non-voyantes sur ce que sera le village pendant les Jeux. Donc c'est un exercice de mémorisation, il nous reste quelques secondes, mais pour qu'on comprenne bien, c'est un exercice de mémorisation. Ça veut dire que le malvoyant ou non-voyant va se déplacer sur ce plan tactile en amont. Exactement. Voilà. En fait, on se sert du fonctionnement des personnes. Aujourd'hui, les personnes, quand elles se déplacent seules, c'est qu'elle a appris un chemin par cœur avec tout un tas de repères sur place. Et nous, en fait, on vient apporter ce repère aussi bien sur le côté tactile que sonore. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Céline Favillon d'être venue nous présenter ce plan tactile Virtuose. Vous l'avez appelé pour quelle raison Virtuose ? Parce qu'on a envie que la personne soit son propre chef pour pouvoir choisir son déplacement et être libre de ça. Eh ben, merci beaucoup d'être venue nous présenter cette solution. Je le rappelle, vous êtes la directrice générale et cofondatrice de Feel Object. C'est le nom de la start-up Virtuose, le nom de ce produit destiné aux non-voyants et malvoyants. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée sur Bismart et je vous dis à très vite.